Alors, on va continuer. Donc, les enjeux de diffusion, de quels outils dispose le documentaire? On va élargir évidemment un peu plus qu'au documentaire, même si ça va être ça. Donc, j'invite Samuel Gantier, qui est enseignant-chercheur à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France, et Gilles Fraissinet, qui est, comme vous le voyez, adjoint au directeur éditorial et directeur de la relation au public à Arte France. Et là, j'ai oublié mon... Fleur, est-ce que je peux vous demander? J'ai oublié mon cahier. Et effectivement, là, l'idée est bien plus de se poser la question de... On fait un bond dans le temps, mais c'est très volontaire, hein, c'est un effet de montage. On fait un bond dans le temps pour se poser la question d'aujourd'hui, de cette surabondance, et de comment on s'y trouve. Parce qu'il serait illusoire, c'est le principe même, il serait illusoire de penser qu'on peut faire un retour en arrière, créer des îlots de résistance comme ça, où on retrouverait, même si le cinéma en est un, véritable, mais qui fonctionne comme tel, mais c'est le seul, le théâtre, la danse bien sûr, mais enfin tous les arts dans lesquels on se retrouve dans une salle. Mais néanmoins, on ne peut pas échapper à notre monde. C'est la question qui va nous animer. Je vais vous demander d'abord de vous présenter brièvement tous les deux pour dire ce que vous faites quand même. Donc, Samuel. Merci Fabrice pour l'invitation. Merci à vous d'être ici. Je suis ravi de partager donc moi une recherche que mène au long cours depuis plus de 5 ans avec différents partenaires industriels sur la question de la médiation et la découvrabilité des films documentaires. Et j'aurai à cœur d'essayer de définir ces termes, histoire de sortir du buzzword et de donner un peu de contenu à ces notions, de voir concrètement sur quel levier on peut agir, levier qui intéresse tout autant, à mon sens, les autorisateurs que les producteurs, que les distributeurs, bien entendu, et que les diffuseurs, sachant que c'est un peu mon leitmotiv. Je considère que c'est l'angle mort de la filière du documentaire. Personne ne s'intéresse à 100% à cette question-là, puisqu'en fait, elle est transverse. Gilles. Bonjour. Eh bien, moi, je travaille au sein d'Arte France où mon rôle est d'essayer d'être l'adjoint de Brice Razon, qui est le directeur éditorial, de regarder les différents projets qui sont proposés par l'ensemble des unités d'Arte France. Et aussi, le titre Relations au public signifie qu'on essaie de comprendre comment faire la relation entre tous les programmes qui sont produits, coproduits, et les publics, notamment sur les plateformes sociales, les réseaux sociaux, arte.tv, et je travaille également sur les questions donc de découvrabilité évidemment et de distribution, comment on rend présent l'offre d'Arte à différents endroits, différentes plateformes. On en parlera un tout petit peu, je pense. Oui, je vais vous demander aussi peut-être, chacun à votre manière, de nous faire un petit état des lieux de cette surabondance, parce qu'on emploie le mot de surabondance, de submersion, etc. Alors moi, je veux bien... S'il y avait un petit état des lieux, ce serait quoi? Je veux bien essayer de proposer 3 niveaux d'hyperchoix. Donc surabondance, ça veut dire quoi? Ça veut dire trop d'offres possibles pour qu'un individu normalement constitué puisse établir un choix. Et donc les gens qui étudient les sciences de gestion, le marketing, sont très habitués à la question d'hyperchoix, puisqu'en finalement c'est des enjeux de vente. Dans le domaine de la culture, on ne s'est pas posé ces questions-là avant que des catalogues aussi abondants soient en ligne. C'est mieux. Et donc, on a au moins 3 niveaux. On a déjà une offre de service, évidemment, qui est de plus en plus importante. Plus de 300 SMAD référencés par l'ARCOM. Tous ne diffusent pas du documentaire de création, mais j'en avais identifié au moins 50 offres VOD, SVAD. Des profondeurs de catalogue de plus en plus importantes. Moi, j'aime bien donner un exemple aux 2 extrêmes, peut-être, de la filière. D'un côté, plateforme de niche Cinéphile Tank qui propose plus de 1500 films en accès à la demande, et de l'autre côté, MyCanal, agrégateur, donc qui a pour fonction de rassembler tout un tas de programmes de différents éditeurs qui revendiquent plus de 150 000 références. Des 2 côtés, personne n'est capable de maîtriser la totalité du catalogue. Ça va au-delà de notre capacité cognitive. Même les programmateurs en interne, dans ces petites plateformes cinéphiles, ne maîtrisent pas la totalité de l'offre proposée.
Et dernier chiffre, l'accumulation de la production, on peut l'avoir tout simplement sur filmdocumentaire.fr, qui a la mission extrêmement importante de référencer l'ensemble de la production documentaire francophone et qui arrive à 70 000 fiches films. Ça veut dire qu'on a une accumulation de plus de 70 000 références qui ont une dimension documentaire, qui peuvent avoir un potentiel de monétisation et évidemment un potentiel culturel d'être vues, avec une fréquence de 3 à 5 000 nouveaux films chaque année. Ça me semble plus parlant qu'un volume horaire tel qu'on a l'habitude de lire dans les rapports de la filière. Gilles, de ton côté à toi, un état des lieux, parce qu'il n'y a pas seulement effectivement le documentaire, et il n'y a pas seulement ces offres SVOD, VOD, et les SMAD encadrés, il y a aussi nos réseaux sociaux, il y a tout, oui. et qui sont faits d'images d'abord et avant tout. Exactement, oui. Alors, si on restreint peut-être à l'image animée, à l'univers de la télévision pour essayer de trouver un chiffre qui pourrait parler, il y en a peut-être un qui est intéressant, c'est de se dire que les programmes disponibles offerts par les chaînes de télévision, notamment sur leur plateforme à un instant T, c'est en 2025, on compte à peu près 40 000 heures à un instant T disponibles, uniquement par les chaînes de télévision. Et si on regarde YouTube, on sait qu'il y a à peu près 720 000 heures de vidéos publiées chaque jour sur YouTube. 720 000 heures nouvelles publiées chaque jour sur YouTube. Donc ça fait un certain nombre de vies pour visionner l'ensemble de ces programmes. Donc là, j'essaie de restreindre uniquement à l'offre audiovisuelle et sur quelques plateformes. Je ne parle même pas de la totalité. Oui, parce que tu pourrais parler d'Insta, de TikTok et autres. Et puis évidemment, avec les vidéos qui sont générées avec de l'IA facilement, on voit bien que ça va se démultiplier. J'avais demandé, je crois récemment à ChatGPT combien de vidéos sont envisageables dans les prochaines années avec des Sora 2. Vous connaissez peut-être cette application qui permet de générer des vidéos avec de l'IA. Il me semble que dans les prévisions basses, c'était environ 50 milliards de vidéos disponibles dans une année, et les prévisions hautes, c'était 70 milliards de vidéos. Alors, ça n'est pas scientifique, c'est peut-être une hallucination de ChatGPT, mais on est dans ces ordres de grandeur-là, et on est loin, évidemment, de la période où il fallait se lever pour changer de chaîne à une télévision, et on n'avait pas du tout d'accès. Tu l'as même pas connu, ça. Bien sûr que si. et donc, c'est intéressant de voir comment, en fait, on a beaucoup plus de contenu, on a beaucoup plus de public, puisque voilà, la population a grandi, on a beaucoup plus de possibilités d'avoir accès au contenu, et on a beaucoup plus de difficultés, soit en tant qu'utilisateur à faire son choix, soit en tant que diffuseur à créer cette relation entre ces millions de contenus et ces millions de spectateurs. Oui, c'est parce que tous les deux vous parlez en creux d'une chose, enfin pas d'ailleurs pas en creux, vous avez prononcé le mot tous les deux, de cette notion de choix. C'est-à-dire, nous, en tant qu'êtres humains, nous n'avons pas la possibilité d'avoir cette vision fantasmée, panoptique de l'offre. Aucune plateforme, d'ailleurs, n'arrive, quelle qu'elle soit, que ce soit des algorithmes qui la dirigent ou qu'elle soit conçue par affinité ou avec des moteurs de recherche fins. À aucun endroit, vous ne pouvez avoir une vision qui vous permette un choix éclairé, et donc vous le ferez différemment. Et ça, pour le coup, c'est un changement absolument radical, parce que ça provoque des tas d'effets, et notamment d'épuisement. Vous savez combien de temps... Oui, ce chiffre aussi m'amuse sur le choix. Combien de temps on met pour choisir un programme sur Netflix ou ne serait-ce que sur votre distributeur basique qui est de votre fournisseur d'accès? Je crois que c'est aux alentours de 40 minutes, je ne me trompe pas. Moi, je n'ai pas analysé cette statistique-là. Je peux pas vous dire. Ça dépend le nombre de personnes présentes devant la télé. Parce que quand on est seul, ça fait 18 minutes. Quand on est deux, c'est un peu plus. Et quand on est plus de 4, parfois, ça devient plus compliqué encore que 40 minutes. Chacun prend son écran et sa pièce et regarde un programme différent. Oui, pour rebondir, en fait, ce temps long, puisqu'on a tous fait l'expérience de passer une soirée à se demander ce qu'on a regardé, à ne rien visionner, c'est la question de la prise de risque. La prise de risque par rapport à une offre où on a besoin de sentir si ça correspond à une appétence du moment. Et là, on va pouvoir rentrer dans les grandes questions de médiation et de rencontre avec l'œuvre.
Et traditionnellement, on a, pour faire un peu de pédagogie importante, on a au moins 3 leviers. La recommandation éditoriale qui est revendiquée par tous les acteurs qui connaissent leur catalogue, qui l'ont choisi et qui revendiquent le fait de mettre en avant des films qu'ils ont aimés. C'est un travail indispensable. Sauf qu'ils mettent en avant un film de manière identique pour tout le monde. De manière évidente, la qualité de cette curation qui est nécessaire est la même pour tout le monde et pour tous les contextes. Donc elle a ses limites. La recommandation sociale qui vise à se baser sur une communauté d'utilisateurs pour se faire le relais des goûts, elle ne peut fonctionner que s'il y a un contrat de confiance nécessaire, et vous avez tous fait l'expérience d'un avis sur Allociné ou une autre plateforme qui n'a strictement aucun intérêt puisque vous ne pouvez pas évaluer si la personne qui vous recommande adopte les mêmes critères de jugement que les vôtres. Et le troisième mode, il a été fortement critiqué et dévoyé à juste titre, mais aussi par mes connaissances de ce qu'était réellement la recommandation algorithmique. Donc une manière automatique de recommander. Par recommandation algorithmique, le grand public entend soit utilisation par les GAFAM de nos données personnelles, tel que c'était le cas sur les grands réseaux sociaux, soit filtrage collaboratif, le fait d'être enfermé dans une bulle de filtre. Tout le monde a entendu parler de cette limite où l'algorithme recommanderait toujours la même chose, ayant calculé statistiquement que d'autres individus qui ont vu la même chose voudraient voir la même chose. D'évidence, ça a ses limites. Ça fonctionne bien pour des biens marchands. Vous avez tous fait l'expérience d'acheter une perceuse et qu'on vous recommande des vis, enfin plutôt si c'est des vis c'est pas très pertinent, des chevilles et des vis qui sont adaptées ou des mèches adaptées à votre perceuse. Là tout d'un coup on peut avoir une pertinence dans un contexte. Pour ce qui est du choix d'un bien culturel, ça fonctionne pas de la même manière, tout simplement parce qu'on est beaucoup plus complexe et beaucoup plus contradictoire. Et on en a tous intimement la conviction, aimer des choses extrêmement érudites et d'autres choses extrêmement grand public. Tout ça va dépendre des contextes et des situations dans lesquelles on va les visionner, et que c'est tout à fait normal. La sociologie de la culture l'a démontré depuis bien longtemps. Alors, l'aspect algorithmique qui n'a pas du tout été expliqué aux professionnels du documentaire, c'est le fait qu'on pouvait aussi renseigner et décrire finement, de manière sémantique, ce qu'était le film. Et donc trouver des rebonds, des similarités entre des films qui avaient de fortes caractéristiques. Et moi, c'est à ça que j'ai travaillé depuis 5 ans. Je m'explique concrètement. Un film qui a une voix off poétique, qui utilise des images d'archives de manière détournée, qui va les décontextualiser, je peux tout à fait avoir un intérêt, une curiosité d'en voir d'autres sur le même registre, indépendamment de l'auteur, de la période et du thème abordé. Juste parce que c'est un style qui correspond bien à mon humeur et qui peut, comme j'ai plaisir à retrouver des goûts musicaux, me permettre d'explorer une manière de faire du documentaire. Et c'est là où, si j'en reviens au documentaire de création, on a une difficulté, c'est que le documentaire de création, historiquement, il est décrit à travers le sujet qu'il aborde. C'est une structure des grilles de programme qui est arrivée à structurer et à organiser les collections des catalogues et donc l'architecture de l'information sur le design des interfaces de manière tout à fait logique. Catégorie qui peut être plus ou moins sommaire ou plus ou moins détaillée, mais qui est repris jusqu'aux analyses d'usage. Quand le CND commandite une étude sur les publics en 2023 sur le documentaire, on cherche à corréler. Alors, les documentaires de tel type, société, sport, etc., ils sont vus par qui? Plus par tel type de public. On ne va pas du tout se demander, dans cette diversité des manières de questionner le réel et de faire le réel, est-ce qu'il n'y aurait pas différents sous-genres qui nous permettraient déjà de mieux rencontrer l'œuvre en fonction d'une situation de visionnage? Chose que fait la fiction à travers classiquement ses sous-genres. On a, et les sous-genres ont des limites, et les genres de fiction sont critiqués, mais ils ont le mérite de donner des repères. Et quand je vais chercher côté comédie dramatique, côté western, côté polar, ou que sais-je, j'ai au moins un horizon d'attente, plus ou moins standardisé, plus ou moins fiable, mais qui permet de réduire un catalogue à un sous-ensemble qui est censé être homogène par rapport à mes attendus. Aujourd'hui, je ne peux pas faire ça. Je peux que embrasser la totalité, la sectionner en sujets abordés, mais je ne peux pas y trouver des choses qui soient extrêmement expérimentales, extrêmement didactiques, qui me prennent par la main avec une dramaturgie forte, ou à l'inverse, qui me permettent d'être touché par un personnage sans voix off. Je n'ai aucune manière de trouver la diversité de cette manière, j'ai envie de dire, très riche et très franco-française de faire du documentaire, puisqu'on sait que c'est la force de notre pays d'avoir cette diversité, de la produire, de la financer. Et paradoxalement, l'industrie n'a pas pris la mesure du fait qu'on ne décrivait pas
cette richesse-là de manière suffisamment opératoire pour que le spectateur puisse filtrer les catalogues selon ses critères. Comment à Arte France, puisque tu travailles énormément sur ces questions, et elles ont un rapport, ces questions, elles ont un rapport immédiat avec les unités de programme et donc avec le financement des programmes. Comment dans cet univers, Arte se situe ? Et justement par rapport aussi à ce simple problème qui est d'apparaître. Oui, exactement. C'est notre rôle en tant que média de faire cette connexion, comme je disais tout à l'heure, et la slide est arrivée au bon moment juste derrière moi, c'est de se dire que il faut qu'on arrive à se mettre à la place des publics. Alors évidemment, on ne va pas rentrer dans les pensées ni les prendre en photo de tous les spectateurs. Malheureusement, ça ne marche pas, visiblement. Tu parles plutôt des usages. Voilà, exactement. Voilà. C'est de comprendre comment un spectateur va arriver sur tel programme. Alors on peut restreindre au documentaire, mais comment il va arriver sur ce programme. Donc il va arriver peut-être en ayant posé une question à un moteur de recherche. Alors évidemment, un agent IA, donc on en parlera peut-être tout à l'heure. Il va avoir sa façon de fonctionner. C'est-à-dire, il ne va pas forcément allumer la télévision en se levant et en appuyant sur le bouton marcheur. Et il va peut-être regarder pour lui la télévision. On va revenir juste à la slide d'avant. Il va peut-être regarder la télévision. Pour lui, regarder la télévision, ça veut dire regarder YouTube ou aller sur Twitch ou le regarder sur un téléphone. Donc, toutes ces possibilités d'avoir accès au contenu, elles sont énormes. Et donc, se rendre disponible, ça veut dire aussi pour nous aujourd'hui se vivre pas seulement comme une chaîne de télé qui a aussi une offre numérique, mais de se dire qu'on met au même niveau ce qu'il y a derrière moi. Du coup, la chaîne de télévision, qui est un usage pour un public, le fait d'avoir accès à tous nos contenus à un instant T sur notre plateforme arte.tv, donc c'est là où on retrouve toute la richesse, et de se dire qu'il y a des publics pour qui regarder la télé, c'est regarder YouTube, c'est regarder Twitch, c'est scroller sur Insta, c'est aller sur TikTok, et il faut que cette matière soit disponible. Donc comment elle est disponible ? On ne va pas mettre un documentaire d'1h30 tel quel sur TikTok, mais on va créer des formes qui permettent soit de raconter un bout d'un documentaire, soit donner envie d'en voir un peu plus, soit expliquer ce documentaire, et ça on y reviendra peut-être un peu tout à l'heure, mais c'est déjà se rendre découvrable et être trouvé sans être cherché. C'est ça la difficulté, être trouvé sans être cherché. Pourquoi on va sur YouTube ? C'est parce que après Google, quand j'ai pas trouvé quelque chose ou quand je fais une recherche sur Google, le deuxième moteur de recherche au monde, c'est YouTube. Voilà, on le déplore, on en est content, peu importe, mais c'est la réalité. Et du coup, pour qu'on puisse, nos contenus, répondre à des questions qui sont posées sur ces moteurs-là, il faut qu'ils soient disponibles sur ces plateformes. Et il se trouve qu'il y a un public assez important qui y va. Vous avez sûrement lu l'étude qu'a fait le CNC sur le public du documentaire. Vous voyez qu'évidemment, auprès d'un public jeune notamment, c'est sur ces plateformes-là que le réflexe est d'aller chercher du documentaire. Petite incise, sachez que pour ce qui est de notre cas, je ne parle pas des autres, là je dis nôtre parce que je ne vais pas faire semblant de ne pas travailler à Arte. Il faut savoir que la moyenne d'âge des gens qui regardent la chaîne est de 66 ans. La moyenne d'âge des gens qui sont en contact avec nos programmes par l'intermédiaire d'arte.tv est de 57 ans. 55, pardon. J'étais à 57. Et sur YouTube, elle est de 37 ans. C'est-à-dire qu'en fait, à usage différent, à moyen de contact, à device de contact différents, il y aura aussi des spectatorats différents. C'est pour ça qu'il y a une autre chose qui arrive, et on va revenir à la plateforme elle-même, parce que, ensuite, il y a la question du choix, c'est que l'idée, c'est aussi de pouvoir non pas donner des ersatz, mais de créer aussi pour ces environnements spécifiques. Oui, exactement. Enfin, il y a des formes spécifiques. Alors, soit on peut retrouver le documentaire tel qu'il a été diffusé à 20h50 ou à 21h10. On peut le retrouver sur arte.tv ou sur YouTube. On peut le retrouver tel quel, mais aussi on crée des contenus spécifiques, que ce soit des documentaires sous forme verticale, faits pour les réseaux sociaux. On a un exemple avec un programme qui s'appelle Le Grand Procès, qui a été pensé que pour Snapchat et Instagram, qui est vraiment de la matière documentaire, là sous forme animée, mais c'est de la matière documentaire
autour des procès du Bataclan, qui a été fait vraiment pour ces plateformes-là. On a des programmes qui sont pensés pour Twitch ou pour d'autres plateformes. Mais pour revenir sur ce que tu disais sur les âges, et peut-être juste pour compléter cette partie-là, on peut parfois se dire qu'il y a une tentation à tout prix de vouloir rajeunir les audiences. En fait, l'objectif là, il n'est pas de rajeunir, il est d'élargir. Et ce qui le démontre, c'est qu'en étant présent sur toutes ces plateformes, il n'y a pas eu d'effet de siphonnage d'une plateforme à l'autre. C'est-à-dire que quand on a été très présent sur arte.tv depuis les années 2007, c'était la première plateforme en replay, ça n'a pas baissé les audiences de la chaîne. Au contraire, les audiences de la chaîne ont augmenté. Quand on s'est fortement développé, on l'est fortement aujourd'hui sur YouTube, ça n'a pas baissé les audiences d'arte.tv, ça n'a pas baissé les audiences de la chaîne non plus. Les trois ont progressé. Et tout ça pour dire qu'on peut se dire qu'on avait un volume ou un quota de public limité et que cela devait se disperser entre ces plateformes. En fait, non, on a juste intéressé ou on s'est rendu accessible ou découvert par d'autres publics qui n'avaient aucun réflexe d'Arte et qui ne l'auraient pas fait par la télé, mais en tombant sur un documentaire d'Arte sur YouTube ou sur une autre plateforme, ils se sont dit, tiens, il y a ça. Et on a répondu à une question qu'ils se posaient. Si on n'avait pas été là, ils auraient regardé un autre programme qui aurait été forcément moins bien puisque ce n'est pas un programme d'Arte, mais en tout cas un autre programme que celui qu'on a parce qu'on n'était pas disponible. Et juste on a fait une expérience récemment, c'est-à-dire que vous savez, Arte parle plusieurs langues. Et dernièrement, la dernière langue parlée, c'est le roumain. C'est-à-dire, c'est une offre Arte en roumain pour la Roumanie et la plus grande partie de la Moldavie. Et tu nous disais hier, en fait, ce qui a cartonné et ce qui a amené les gens vers Arte, c'est pas la campagne marketing qui a été faite. C'est pas la plateforme arte.tv en elle-même. En fait, c'est le fait d'avoir été présent dans cette langue-là et disponible sur arte.tv n'a pas déclenché des millions de connexions. En revanche, la plateforme TikTok est énormément utilisée en Roumanie, vous le savez, vous avez lu la presse comme nous ces derniers mois, et il se trouve qu'on a fait des chiffres d'audience importants en Roumanie, voire plus importants que dans d'autres pays sur lesquels on est déjà implanté depuis longtemps. Et tout simplement, en étant disponible là où les usages massifs sont, on a été aussi découvert parce qu'on répond aussi à des questions, où on traite des sujets qui intéressent ces publics-là. Donc là aussi, c'est pourquoi relation au public, c'est comprendre comment les utilisateurs regardent tel et tel type de contenu, comment ils s'informent, comment ils se cultivent, comment ils ont accès à des programmes audiovisuels. Donc c'est un exemple qui montre qu'on essaie de répondre à ces questions. Et évidemment, pour faire un peu de teasing sur la suite, l'enjeu de l'intelligence artificielle est très importante. Pour ne pas avoir fait cette slide pour rien, on peut passer à la suivante. Et l'enjeu pour nous d'être disponible auprès de beaucoup de spectateurs, d'utilisateurs, donne ces slides illisibles. C'est-à-dire qu'on a le besoin d'être disponible sur énormément de plateformes différentes, d'autant plus qu'on est européen et qu'on ne peut pas résumer l'accès à des programmes audiovisuels en direct ou en replay à une consommation française. En France, on regarde la télévision avec sa box Orange, Free, etc. Ce n'est pas l'usage dans le reste de l'Europe. Il est un peu différent. Et donc, si on veut être accessible pour l'ensemble des utilisateurs sur les différents écrans, donc il y a en dessous, évidemment, sur un ordinateur, sur un mobile, c'est presque le plus simple. Mais sur les écrans télé, quand on est diffusé en Italie sur un écran Samsung de 2014, c'est une configuration particulière. Quand on est en Pologne sur une Apple TV, c'est encore autre chose. Donc ça nous a obligés, en étant européens, à très tôt développer ce besoin d'être disponible sur différents écrans, avec cette logique toujours, pourquoi on est sur ces différentes plateformes, c'est une logique de service public. C'est qu'on a des publics qui ont contribué à faire que Arte existe, il faut qu'ils aient accès à ces plateformes et on ne va pas les forcer à avoir une télévision de telle marque avec tel abonnement Internet pour accéder à nos contenus. Il faut qu'on soit disponible auprès de ces publics en tant que média de service public. Voilà, et je crois que cette slide illisible, la première fois que je l'ai vue apparaître, c'était il y a 4 ou 5 ans et j'ai jamais réussi à retenir, mais la logique en est claire. Je voudrais revenir à cette question de la motivation du choix, parce que je ne vais pas trahir un secret industriel.
notre plateforme, qui est pourtant relativement performante, qui n'est pas gouvernée par algorithme, mais qui fonctionne par curation, si je puis, je ne veux pas dire de bêtises, eh bien nous-mêmes n'en sommes pas satisfaits. Il y a des mises en avant et on sait qu'il y a une grande partie du catalogue qui est difficile à trouver. Et donc pour celui qui un soir fait un choix, un soir ou dans la journée, parce qu'il y a aussi un autre comportement des spectateurs lié à l'économie de l'attention, qui est que j'ai combien de temps, ça devient... on choisit d'abord le temps qu'on a aujourd'hui pour voir. J'ai 15 minutes, je suis dans le métro, je vais... et ça, je ne vous parle pas de comportement minoritaire, je parle de comportement extrêmement répandu. Et donc, à un moment de la journée, quel que soit l'outil que j'ai à la main, que ce soit mon téléphone, mon ordi portable ou l'accès à un poste de télévision, je vais arriver sur une plateforme. Et là, c'est vrai que les profondeurs de catalogue sont peu... Une fois qu'on a travailler l'accessibilité, la découvrabilité. Je trouve que l'exemple de TikTok en Roumanie est assez extraordinaire. Les Roumains ont découvert Arte et les documentaires d'Arte grâce à TikTok. Et dans chaque pays, il y aura des stratégies différentes. Mais une fois qu'on est là, c'est vrai que l'enjeu de découvrabilité du catalogue est extrêmement complexe. Je veux bien faire la transition sur la découvrabilité. On est sur une notion à tiroir. Donc là, vous avez très bien exposé la stratégie multi-support d'Arte qui, depuis de nombreuses années, a réussi à décliner son contenu sur l'ensemble des terminaux en fonction des usages générationnels et donc a réussi à se rendre accessible. Ça, c'est le deuxième niveau de la découvrabilité. Le premier, c'est est-ce que l'offre est disponible ? C'est la question de l'offre légale. A priori, on a passé un seuil. La totalité du spectre des œuvres patrimoniales aux œuvres contemporaines, extrêmement pointues, érudies, aux œuvres mainstream, sont globalement, il y a évidemment des choses manquantes, mais il y a les ayants droit qui sont rentrés dans l'offre légale. Accessible, vous avez fait la démonstration que vous êtes accessible sur tous les supports. On n'est pas pour autant découvrable. Il y a encore 2 niveaux à franchir. Il faut être repérable et recommandable. Alors, être repérable, on sort du cas de figure... allons sur votre plateforme un mardi soir d'automne ou pluvieux, d'humeur un peu maussade, 21h. Je ne sais pas combien de temps j'ai, je sais juste que je travaille le lendemain. Donc oui, je veux voir quelque chose. Comment je vais identifier, grâce à votre interface et l'ensemble des outils de médiation à disposition et à venir, comment je vais pouvoir identifier dans votre catalogue quelque chose qui me parle à moi et qui me fait du bien à moi quand je suis maussade ? Ce serait évidemment différent de votre propre choix. Il ne s'agit pas d'avoir de corrélation sur l'humeur basique. Chacun sait se réconforter à sa manière. Par contre, il faut bien que je puisse fouiller. Je ne sais pas le thème que je veux voir, mais je veux voir un registre de film, un type de film qui me fasse du bien. Alors c'est là-dessus qu'on a travaillé à la SCAM, j'en profite pour les remercier quand même. Le 4 juillet, on a fait un atelier avec l'ensemble des professionnels et on a proposé 27 catégories documentaires innovantes basées et écrites exclusivement à travers leur forme. C'est-à-dire qu'on a construit avec un groupe de travail qui a réuni 4 plateformes, 27 sous-genres documentaires qui balisent l'espace. La métaphore que je vais vous donner, c'est vous avez un ciel étoilé, et c'est des constellations, c'est-à-dire que c'est un choix arbitraire, mais explicite. On vous dit pourquoi on a organisé La Grande Ourse de cette manière-là, parce que ça, c'est une famille de films documentaires extrêmement cohérente, où le cinéaste se met en scène. C'est du documentaire performatif, on le voit à l'image, et ça provoque des situations à la Michael Moore, et il y en a plein d'autres. Ça peut correspondre à un moment donné à une appétence, à un besoin dans une situation de vinage particulière. On peut, à l'inverse, avoir une autre constellation qui soit des films autobiographiques, qui se filment soi-même, déclinés, tout un tas de formes, du journal intime aux images, ou encore une autre manière de faire des films, du found footage, où on va collecter des images sur Internet, vous en avez diffusé certains, et donc monter, donc critiquer souvent les usages médiatiques, donc c'est des films qui aident à réfléchir. Et on a comme ça 27 sous-familles de documentaires qui permettraient donc aux spectateurs qui, dans une situation donnée, est capable d'abord de conscientiser ses goûts et ses dégoûts. Il y a des formes documentaires qu'on adore, d'autres qu'on déteste. Il n'y a pas de jugement de valeur, je suis chercheur, mais certains dans la salle adorent le true crime et d'autres le détestent. Il vaut mieux pas leur proposer s'ils détestent, c'est pas le but. Le but, c'est la rencontre. Donc, on a les goûts, on a le parcours de vie qui fait qu'on est plus ou moins concerné par certaines choses. Évidemment, dans notre complexité biographique, il y a des thématiques qui vont nous toucher. Donc, vous voyez, la thématique n'est pas exclue, mais c'est une facette. Ce n'est pas suffisant.
C'est une facette qui vient compléter la manière dont le réel est questionné et mis en scène. Et après, la manière dont le réel est mis en scène, ça va correspondre à des habitudes, donc à une cinéphilie, ou en tout cas à une culture documentaire qui fait que certains films nous font du bien plus que d'autres à certains moments. Et là, dans cet atelier, on a découvert qu'on avait construit des personnages types, des spectateurs types. Une dame qui rentre d'un enterrement qui est un peu morose, on lui a proposé un portrait collectif, enfin les programmateurs, s'appuyant sur une énergie de vie très forte, de gens qui se battaient pour des valeurs auxquelles elle croyait. Et ce film a répondu à son besoin à un moment donné de retrouver du sens, retrouver l'énergie. Il y a eu une proposition de cet ordre-là. Et on a comme ça décliné dans l'atelier différentes manières de trouver les films qui répondent aux situations de visionnage. On l'a fait à la main. Peut-être que demain, Arte saura le faire avec les outils. Je fais la transition de l'IA, car je n'ai pas les moyens de le développer. Mais en tout cas, c'est une piste de recherche-action très forte que j'essaie de proposer pour la filière, c'est de permettre la rencontre. Et je le répète parce que c'est important, pas contre, pas en opposition aux thématiques, mais en complément. C'est une facette qui vient enrichir la recommandation. Et après, je fais confiance aux spectateurs pour activer les facettes ou non qui sont pertinentes dans la situation donnée. Là-dessus, justement, sur comment on se débrouille avec le choix, par exemple, un diffuseur européen comme nous, qui travaille énormément sur ce sujet, avec de l'omnidistribution. Comment nous, on envisage la rencontre avec le public? Il y a énormément de travail qui sont faits. Il y a des heures de la journée selon lesquelles on met en avant tel ou tel type de programme, il y a etc. Parce qu'il n'y a pas seulement l'objet lui-même, parce que l'objet lui-même, il faut déjà avoir un désir de se porter vers le documentaire. Et nous avons une plateforme généraliste. Et ce qui est compliqué, c'est que le documentaire, qu'on le veuille ou non, il est porteur de représentations très limitées. Le documentaire pour le grand public, c'est du film animalier, c'est de l'enquête, principalement. Donc, lui dire qu'il y a de l'humour documentaire, ah bon, il faut déjà le rendre visible, donc le catégoriser, et que si demain sur Arte, dans Humour documentaire, oui, vous avez 5 films où il y a un décalage humoristique, ironique entre ce que montre l'image et ce que dit la voix off, ou alors il y a une volonté performative du cinéaste de provoquer des situations qui génèrent du burlesque, il y en a énormément des films comme ça qui ne sont pas indexés sous ce prisme-là, et donc qui ne permettent pas en fait d'être vus, repérés, identifiés. D'où la question de la découvrabilité, de nouveau, la repérabilité. On les repère parce qu'on les a à un moment donné classifiés selon une visée pragmatique de dire ça peut m'être utile dans un cas de figure donné, et pour ça, il n'y a rien à faire, il faut des métadonnées. Et ces métadonnées, elles ne sont pas fabriquées de manière automatique. Elles coûtent des sous parce que c'est de l'humain. Quand je dis elles coûtent des sous, c'est qu'on a le fantasme de croire que la métadonnée, c'est juste aspirer. Il y a des métadonnées qui sont aspirées, les traces d'usage, ça coûte pas cher d'aspirer les usages des utilisateurs. Mais dès lors qu'on veut créer des métadonnées qui soient sémantiques, c'est-à-dire qui décrivent de manière fine la complexité de l'œuvre, mais qui soient particulièrement utiles pour pouvoir être retrouvées par ailleurs, ça demande des compétences métiers, en fait. Il faut les écrire. Voilà, il faut les écrire, exactement. C'est un geste d'écriture selon des normes infodoc, de documentaliste audiovisuel. Et étonnamment, je le redis, parce que ça fait 2 ans que je le dis, ce métier-là est assez absent des plateformes. Il est encore cantonné au métier de l'INA, de l'archive, où il y a beaucoup de compétences métiers très pointues sur ces questions de métadonnées. Et du côté des plateformes, on est dans la curation, on est dans l'éditorial, on est dans la prod, on est dans la com, mais on se soucie pas de la fabrique des données. Ou peu. Et c'est une difficulté parce que la force qu'on a, nous, pour la découvrabilité, c'est la marque. C'est le fait de... Peu importe le thème que l'on va venir voir, on sait qu'on va retrouver un contenu de qualité. Alors si on parle du documentaire, contenu de qualité. Et donc cette relation de confiance, le fait d'être un tiers de confiance, c'est une capacité, c'est déjà un effet en fait favorisant la découvrabilité, puisqu'on va pouvoir finalement s'intéresser à un sujet qu'on n'avait pas imaginé auparavant, juste parce que... par la force de la marque, on va faire confiance à cette marque-là. Donc ça, c'est un avantage pour nous. La difficulté, c'est qu'on n'est pas focalisé ou spécialisé sur une seule thématique ou un seul genre ou un seul registre, mais on a une richesse telle que on ne sait pas trop à quoi s'attendre quand on arrive sur arte.tv, parce que oui, on peut avoir quelques repères, 28 minutes ou Trax ou des programmes récurrents au-dessous des cartes, mais en matière documentaire, chaque jour, c'est une offre nouvelle
nouvelle, une offre différente, une forme différente. Donc, ce que tu disais, évidemment, sur les métadonnées, c'est un petit peu la quadrature du cercle pour nous, d'arriver à les saisir, d'arriver à bien les documenter, d'arriver à s'appuyer sur les outils aujourd'hui. Donc, évidemment, avec des outils d'intelligence artificielle, on peut faire ressortir des informations supplémentaires du côté du documentaire pour arriver à mieux les proposer aux utilisateurs. Aujourd'hui, on teste des outils à destination des utilisateurs aussi. Ils ne sont pas forcément facilement accessibles parce qu'ils sont très en mode bêta aujourd'hui. Un agent conversationnel qui permet d'avoir une discussion avec finalement le catalogue d'Arte et pas d'être uniquement sur une question de mots-clés, c'est-à-dire je recherche un documentaire sur Trump et on me propose finalement un nombre fini de documentaires, mais d'avoir des questions beaucoup plus libres. J'aimerais comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans tel pays. Et là, on va avoir des échanges plus fluides. Pourquoi on fait ça ? C'est parce que ça nous permet, nous, de montrer plus de richesse de catalogue. Évidemment, quand on a des échanges plus fluides comme ça, on ne se focalise pas uniquement sur le titre qui correspondrait à une demande, mais on fait ça aussi et surtout parce que les usages des utilisateurs évoluent là-dessus. C'est-à-dire que vous utilisez de plus en plus des agents qui donnent des réponses et de moins en moins des moteurs de recherche. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus des outils qui vont nous pré-mâcher des réponses, qui vont peut-être même pas nous envoyer sur des sites tiers, mais nous proposer un condensé d'une réponse. Si on veut creuser, on pourra accéder aux sources. Mais l'usage évolue de plus en plus dans ce sens-là. Et on essaie, nous, de utiliser ces évolutions d'usage pour favoriser l'accès à la richesse de nos contenus et pas uniquement d'enfermer dans quelque chose de très étroit pour ces utilisateurs. Donc on revit un petit peu aujourd'hui de façon démultipliée ce que tu évoquais tout à l'heure sur les bulles de filtre qui nous enfermaient sur les réseaux sociaux sur des sujets prédéfinis où l'algorithme pensait qu'on voulait toujours voir tel et tel type de vidéo. On le revit un petit peu sur la question de la relation à l'agent qui donne des réponses. Je dis agent parce que voilà, on y parle finalement comme un agent. Et notre enjeu pour nous, c'est de montrer cette richesse-là, cette richesse documentaire-là, en essayant de trouver dans les formes documentaires ou dans les métadonnées qu'on arrive plus ou moins bien à indexer. Et là, il faut être assez clair. Je ne vais pas du tout contredire ce que tu disais. C'est un chantier qui est jamais fini, en fait, qui soit mobilise énormément de personnes parce que c'est manuel, soit mobilise énormément d'outils techniques et parce que on n'est jamais satisfait d'une automatisation. Ça, la théorie n'est jamais, la pratique ne rejoint jamais la théorie sur ces sujets-là, et parce que aussi on voit bien que se mettre dans la peau de tous ces utilisateurs-là, c'est assez compliqué. Et donc on a toujours évidemment dans nos grilles de lecture ou dans les choix, les paramètres que l'on met en œuvre, on ne répond pas à l'ensemble des demandes, et heureusement à la limite, puisqu'on a tous une façon d'accéder au contenu de façon assez différente. Donc ce travail, il est toujours en cours, il n'est jamais totalement finalisé. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a des possibilités de mettre encore plus en avant cette richesse documentaire, au-delà de la distribution très large, mais aussi parce qu'on va pouvoir un peu mieux comprendre peut-être ce que souhaitent les utilisateurs, en tout cas leur laisser la possibilité de nous dire ce qu'ils souhaitent, avec la fonction de chatbot. La fonction de chatbot, mais aussi avec comment dire, toujours la mission que l'on a, nous, c'est évidemment de rendre disponibles les contenus et les contenus les plus pertinents pour les utilisateurs, et d'ouvrir aussi, d'ouvrir à ce qui se passe ailleurs et pas d'enfermer dans une logique. Est-ce que tu pourrais justement décrire, parce qu'il y a un truc, et je ne comprends jamais comment ça marche, mais ce n'est pas ça l'objet de ma question. L'objet, c'est on va regarder un programme sur arte.tv et puis on va nous faire des propositions. Mais ces propositions, elles sont d'une part, on va avoir des propositions sur le même sujet et tout d'un coup, on va tomber, j'ai regardé un film, je vais faire du Arte Canal historique, je vais regarder un film sur le procès de Nuremberg. Et juste après, je vais avoir des propositions effectivement sur le nazisme, la Seconde Guerre mondiale, etc. Mais je vais avoir aussi une lucarne sur une prison à Bogota. C'est le dosage entre justement la correspondance entre les types de contenus. C'est-à-dire que ça arrive, ce que je dis arrive. Et alors, comment c'est pensé ? Est-ce que c'est pensé, géré, ou comment c'est conçu ?
Alors, il y a un tout petit peu d'aléatoire sur les types de contenus qui sont proposés en lien avec la vidéo initiale, puisqu'elle est basée justement sur cette gestion de métadonnées et une recommandation qui est liée à la proximité des programmes. Alors, souvent dans la thématique, parfois dans la durée, parfois dans l'univers. Oui, on recommande des films d'archives après des films d'archives. Ça, c'est logique. Clair. Et après, dans notre éditorialisation, c'est là où, en fait, l'algorithme doit refléter notre volonté éditoriale. C'est qu'évidemment, on introduit de la surprise, de l'ouverture, de l'inattendu dans ces recommandations-là, pour, encore une fois, ne pas enfermer et toujours proposer une offre différente et amener le spectateur vers quelque chose qu'il n'aurait pas en tête, puisque c'est ce que l'on propose au quotidien, c'est cette diversité-là. Donc c'est dans la programmation de ces outils-là qu'on introduit toujours de l'aléa ou de la surprise, ou alors des contenus qu'on veut faire découvrir plus que d'autres et qui ne seront pas forcément dans le registre de la vidéo, de la première vidéo. Donc là, on peut le maîtriser sur notre plateforme. La difficulté, c'est quand on est disponible sur des plateformes où on ne maîtrise pas du tout cela, et c'est d'arriver à comprendre comment on peut faire remettre en valeur ou proposer des contenus sur des plateformes où on ne maîtrise pas du tout les algorithmes, comme YouTube. Et donc là, c'est soit avec des types de formes que l'on voit plus émerger sur ces plateformes. C'est évidemment, je vais être assez basique, mais c'est dans le choix des visuels, dans le choix des titres, dans le choix c'est des métadonnées. Ce sont des métadonnées, mais qui paraissent assez simples, c'est le b.a.-ba, mais c'est quand même ce qui fait la rencontre entre le programme et les publics. Et après, ensuite, une fois qu'on a maîtrisé ces aspects-là, de comprendre un peu mieux la mécanique à la fois des outils disponibles et les usages qui en découlent. Là-dessus, c'est vrai qu'on peut faire aussi, moi je sais en tant qu'utilisateur que je vais avoir un rapport très direct avec les images qu'on me propose, et je vais voir si c'est un film d'archives. Je vais voir si c'est un film plus comme La Lucarne, c'est-à-dire qu'il va avoir un caractère expérimental, ça se voit dans l'image, et ça, plus le résumé, mais c'est-à-dire, en fait, il y a déjà un genre. Le film d'archives, entre guillemets, c'est un genre. Alors ça peut être à la première personne, ou ça peut être avec une voix de Dieu, une voix omnisciente, un il qui raconte. Ça peut être, et c'est la même chose, effectivement, il y a quand même des sous-genres très marqués, la découverte, l'animalier. Et là, ça n'est pas forcément une thématique, c'est aussi des façons de filmer. On sait quelle est la forme globalement d'un animalier. On sait ce à quoi s'attendre. Est-ce que, par rapport à une réflexion plus globale sur la façon dont on est envahi par des images, comment on peut faire, et là je m'adresse vraiment à vous deux, comment on peut faire pour faire en sorte que, parce qu'il y a un enjeu démocratique, il y a un enjeu, vous l'avez dit sur la science, il y a un enjeu du vrai. Dès qu'il y a une submersion des images, où est le vrai ? Est-ce que on peut imaginer des moyens, en dehors de ce que vous avez exposé tous les deux, chacun à un niveau différent de la découvrabilité, imaginer des moyens pour faire en sorte que, oui, le documentaire pourrait, et là je reviens au documentaire, pourrait être une offre dont on voit plus la spécificité et plus la nuance. Tu l'as exprimé en partie. Tu es un spectateur expert de par ta compétence métier, donc tu sais voir que derrière La Lucarne, il y a une démarche d'auteur plus assumée, puisque c'est une case qui exprime ces attendus-là d'un point de vue de l'offre. Le spectateur lambda ne saura pas le décoder, donc il faut expliciter qu'on peut avoir certes un film d'archives, mais certaines archives utilisées de manière illustrative, sans jugement de valeur. C'est peut-être très, très adapté à une situation de visionnage, et d'autres qui vont détourner les archives, questionner leur contexte, les déplier, les interroger dans une quête de cinéaste qui viendrait mettre en crise les archives. C'est plus du tout la même manière, le même rapport aux archives. C'est plus du tout de sous-genre documentaire. Et le problème, c'est qu'on ne me distingue ni l'un ni l'autre. Donc, je peux trouver par accident les deux sur Arte. Je peux trouver sur une plateforme comme Tank des choses aussi qui vont être très contrastées. Et donc, je peux avoir très peur de la prise de risque que je vais prendre de tomber sur un genre qui ne me satisfait pas du tout.
Donc là, si vous voulez toucher des publics qui aillent vers des sous-genres documentaires plus audacieux, il faut aussi les rassurer sur le fait que ça peut correspondre à un moment donné à du plaisir qu'ils ont éprouvé par le passé et qui ne vont pas aller vers une forme qui n'est pas faite pour eux à ce moment-là. Et ça, il faut accepter pour ça, en effet, de décrire et détailler ces formes. Moi, ce qui m'interroge en tant que chercheur de l'extérieur, c'est comment on peut enrichir le modèle unique de la grille de programme thématique par un modèle qui vise à faire le job de dire « Ok, on a dans notre catalogue 15 formes documentaires différentes et on s'empare des métadonnées pour permettre à l'utilisateur tout simplement de fouiller notre catalogue selon ce critère-là. » Il y a encore une étape qui n'est pas passée. D'un point de vue théorique, moi j'ai fait la démonstration que ça marchait. J'ai fait des tests utilisateurs, les gens ont du plaisir à retrouver des films similaires sur le plan de la forme. Il y a des sous-genres documentaires très étonnants. Quand j'ai parlé de documentaire humoristique, en fait, c'est un sous-genre documentaire qui est arrivé de manière inductive. On s'y attendait pas. On s'est dit, ah bah tiens, il y a un groupe de films, là, ils ont tous des... Et c'est pourtant quelque chose qui n'avait jamais été rapproché, parce que très éloigné dans les catalogues. Il y en a plein d'autres comme ça. Le road movie documentaire, c'est quelque chose qui rassemble là une manière de faire documentaire assez récente, qui peut aussi susciter de l'intérêt, de la découvrabilité. Donc ma question, c'est comment ça va rentrer dans l'économie de la filière ? Est-ce que l'IA va tout balayer avec le fantasme de croire que de toute manière, on va donner tous nos films à l'IA, il va tout regarder tout seul et il va tout bien organiser pour nous. C'est pas un fantasme qu'on a. Mais il y a quand même... Si, c'est un fantasme dans la mesure où l'IA ne sera jamais en capacité de vous décrire la finesse que j'ai fait dans le travail sémantique. L'IA va être capable de vous découper les plans. Il y a des films très rythmés, avec une voix off très dramaturgique, ou alors des documentaires animés. Ça, il saura le voir parce que c'est des choses qu'on peut automatiser. Par contre, être capable de vous dire que, je ne sais pas moi, c'est un documentaire, allez, qu'est-ce que je trouvais dans ma catégorie chanté. Allez, peut-être qu'il va savoir que les gens chantent. On va réussir à partir d'une répétition à le faire. Mais dire que c'est un documentaire d'observation où le cinéaste est en retrait de manière ethnographique et qu'il n'interagit pas dans les situations sociales, ça va être plus compliqué à lui faire apprendre. Parce que ça relève quand même d'une culture intellectuelle où on voit le film sous ce prisme-là. Nous, on sait, on a eu une vision depuis Jean Rouge de cette approche. Donc on voit que c'est des films issus du cinéma direct. Mais pour qu'on automatise la détection... Et pourtant, ça peut répondre vraiment à une famille de films que vous avez dans les catalogues qui correspond à un besoin, à un usage. J'ai envie de voir un truc où je suis en immersion et où il n'y a pas de voix off. Ça, je ne sais pas le trouver sur l'ensemble des plateformes commerciales aujourd'hui. Oui, Gilles. Non, peut-être sur... Il y a un enjeu de... d'expliquer en fait au public ce que l'on fait. Je pense quand on pense une grille de télé, elle n'est pas faite au hasard. Alors, il y a un flux de spectateurs, il y a des usages, des habitudes, et donc les programmes s'enchaînent avec une certaine logique. Quand on est présent sur une plateforme numérique, il y a une logique aussi sur une page d'accueil, sur les pages où on tombe, d'expliquer, de raconter une histoire ou de raconter une ligne éditoriale à travers les programmes qu'on va mettre en valeur. Et si vous allez sur la page d'accueil d'Arte, c'est pas la même en français, en allemand, en anglais, en espagnol, en italien, en roumain, parce qu'il y a un contexte différent aussi en fonction des pays. Et la façon de se raconter nous et la façon de coller en fait avec les contextes nationaux, elle est différente. Je pense que c'est arriver à expliquer l'agencement des contenus, à mon avis, il est important. Et puis il y a aussi, dans ce flux ou cette submersion d'images, expliquer aussi les images que l'on propose, c'est-à-dire elles n'ont pas le même statut peut-être que d'autres images que l'on peut retrouver ailleurs. Et là, ça me permet de passer à la slide qui suit. Expliquer cela, c'est aussi notre mission. Ça peut paraître presque anodin, ce dont je vais parler. C'est un programme qui s'appelle Le Doc, qui est disponible sur Twitch. Mais la question qu'on se posait, c'était, on a une plateforme où on parle de jeux vidéo qui s'appelle Twitch. Qu'est-ce qu'on va faire avec du documentaire sur une plateforme comme ça ? En fait, il se trouve que c'est une plateforme aussi sur laquelle les gens prennent le temps de décortiquer
en détail des sujets. Et nous, on a pris le parti de se dire que on va décortiquer avec les équipes de réalisation des documentaires. Donc là, on a l'exemple de Mafia et Banque ou l'exemple de La Vraie Vie. Donc on a sur un plateau avec les deux personnes qui accueillent ces équipes, on a les réalisateurs, on a les auteurs des documentaires, et on va prendre 3 heures pour regarder des extraits. Ça paraît long, mais on va quand même prendre ce temps-là, 3 heures pour regarder des extraits des documentaires, expliquer comment les équipes ont travaillé, et qu'un documentaire, ça prend du temps, qu'on a besoin de croiser des sources, d'être factuel. Il y a énormément de péripéties. Pourquoi on le fait sur Twitch? C'est parce qu'on veut aussi permettre aux spectateurs, c'est la grammaire de Twitch, aux spectateurs de poser des questions via le chat en direct, et donc en fait de se mettre à disposition des publics, de publics qui ne sont pas forcément ceux qui vont regarder Arte à 20h50, mais de bénéficier de cet avantage qui est la voie de retour, c'est-à-dire Internet permet ça, c'est d'échanger par voie de retour, ce qui est plus difficile en télévision, mais d'avoir cet avantage-là du direct, d'avoir cette voie de retour, d'avoir les équipes disponibles pour expliquer comment on construit cette matière-là documentaire qui ne sera pas diffusée telle qu'elle sur Twitch, mais c'est pas grave, mais qui permettra aussi de comprendre que ces images-là n'ont pas exactement la même valeur ou le même statut que des images autres qu'on peut voir ailleurs sur d'autres plateformes. Est-ce qu'il y a 1-2 questions dans l'assistance? Oui, Anya. Attends, le micro arrive. Les micros arrivent. Non, en fait, une question de la part de nous, auteurs-autrices. Est-ce qu'on devrait se poser les questions pendant qu'on fait le film, déjà dans ce sens, pour participer à cette réflexion de la découvrabilité? Moi, j'ai une réponse assez catégorique, mais peut-être ce ne sera pas la même que la vôtre. C'est une discussion que j'avais eue avec la Cinémathèque du Doc, quand il y a 3 ans, j'ai expliqué, et où les auteurs m'ont dit, mais les auteurs ont leur mot à dire sur les films. Alors, bien entendu qu'ils ont leur mot à dire, mais je pense qu'ils livrent une œuvre et que c'est intéressant d'avoir un tiers qui est un médiateur, en l'occurrence un documentaliste audiovisuel, qui va indexer le film selon un vocabulaire contrôlé, complètement détaché de leur intention, puisque l'important, ce n'est pas leur intention qui nous intéresse, c'est ce qu'on en voit et ce qu'on va en montrer aux spectateurs. Donc il y a un jeu de médiation en fait, qu'il faut accepter en dépassant la peur d'être enfermé dans des cases. Les métadonnées sont souvent perçues pour les genres comme étant des cases enfermantes. Un film peut être indexé de 20 mots-clés, donc finalement ça l'enrichit, ça lui donne des portes d'entrée, c'est différentes manières d'y arriver, c'est des chemins pour y accéder. C'est pas un enfermement dans une case esthétique ou stylistique ou que sais-je. Et par ailleurs, moi alors là pour le coup, en tant que directeur d'unité, je dirais que non, parce que ce sur quoi on s'entend, c'est un projet. Ce sur quoi on s'entend, c'est une façon, ça va être une façon d'approcher le réel. À partir de là, moi je crois beaucoup plus que d'abord tout notre système est organisé autour de l'œuvre, donc il ne s'agit pas de torpiller ça, il s'agit de se dire c'est effectivement ce caractère de médiation, c'est comme être curateur au Palais de Tokyo, c'est comment organiser le trajet du spectateur, c'est comme ouvrir la nouvelle galerie de Byzance au Louvre, c'est comment on entretient un rapport, comment on organise la rencontre. Et je pense, non pas, si on fait ça ici aujourd'hui, c'est que je pense que c'est important pour les auteurs. Mais ça n'est pas là leur métier de se dire « Oh, c'est quoi les bons mots-clés que je vais essayer de pouvoir en film... Si je filme telle scène, je vais avoir le bon mot-clé. » Je ne pense pas que ce soit... Et je vais nourrir les métadonnées plus qu'autrement. Je pense que sur tout film, effectivement, parce qu'au début, on était convoqués à cet exercice. Gilles, tu te souviens, quand je suis arrivé à Arte, c'est les unités de programme qui devaient établir des listes de métadonnées. Résultat, on avait tous des façons complètement différentes, ça ne marchait pas. Hein. Mais néanmoins, on s'apercevait, effectivement, pour un film, tu peux avoir 20 entrées différentes. Et c'est une ouverture. Et même, il y a un film sur lequel on est arrivé à 40, mais c'était absurde.
Là, c'était indigérable et surtout, c'était un manque. Il y avait les choix n'étaient pas faits parce que là aussi, c'est des choix. Mais c'est vrai que l'exemple de l'INA, là pour le coup, pour voir la façon dont les monteurs se servent de l'INA ou les documentalistes, l'indexation extrêmement fine qui est faite par l'INA d'une archive est très intéressante parce il y a des tas d'entrées différentes qui permettent de faire des choix plus rapides dans la masse de ce qui est disponible. Je ne sais pas si vous seriez d'accord avec ce que je viens de dire. Je voudrais juste rebondir 30 secondes sur la question de l'intelligibilité. Je pense qu'elle est déterminante, quelle que soit la technique, qu'on soit sur un algorithme assez simple ou un IA, un chatbot très élaboré. En fait, les études ont montré que l'utilisateur ne pouvait être convaincu de la pertinence de la recommandation que s'il comprenait comment elle était fabriquée. Et on en est encore dans une opacité totale. C'est-à-dire qu'on est une forme de modestie de la machine, de dire au jour d'aujourd'hui, je peux juste te faire des liens thématiques. Peut-être que demain, je pourrais faire autrement, mais c'est ce que je peux voir de mon catalogue. Oui. Et c'est OK. Ça me permet de comprendre que le choix est fabriqué dans une certaine logique. Alors pour ça, il faut-il encore que le dispositif socio-technique qui encadre tout ça l'accepte. Mais je pense qu'on est, avec Arte, dans une éthique qui va dans ce sens, puisqu'il n'y a pas d'enjeu de monétisation à cet endroit-là, comme le font les GAFAM. Tout ça pour dire que si on veut que ça fonctionne, il faut qu'on ait une appropriation qui vise à dire OK, et au même titre que l'industrie musicale nous propose, selon notre humeur, de choisir un registre musical, je peux demain, en fonction de la situation seule, en couple, en famille, et selon mon humeur, choisir une forme de programme qui me satisfait, qui correspond. C'est-à-dire minimiser la prise de risque. Et alors pour l'instant, nous, on en est quand même aussi, parce que ça va être le sujet de notre prochaine table ronde, de cette étude de cas. Nous, on en est justement expliquer aux spectateurs, effectivement, la façon dont on offre. Et expliquer aux spectateurs la façon dont on fabrique aussi. Et là, pour le coup, on en est vraiment là. C'est essayer de produire des contenus qui permettent aux spectateurs d'avoir un contrat le plus clair possible, un contrat fondé sur la confiance et un contrat fondé sur les faits, qui est une des bases du documentaire, quel qu'il soit, et quel que soit son type de narration. Donc, je vous remercie. Ah, il y a une autre question. Oui, j'avais pas vu. Les lumières dans les yeux, comme toi. J'avais une question par rapport au commun, c'est-à-dire à l'idée de synchroniser une société, parce qu'on a parlé beaucoup des spectateurs comme des individus, mais comment on crée du commun? Alors ça, je vais vous dire, je me permets de le dire à la place de Gilles, et à ta place aussi. Mais j'aimerais bien entendre aussi Gilles, et puis ça. Bien sûr, mais je vais commencer. C'est la seule stratégie d'Arte. C'est réussir à créer un espace de confiance, d'explication, et qui puisse être partagé au-delà de la polarisation. Et par ailleurs, dans le domaine des faits, que ce soit le journalisme, que ce soit les sciences, que ce soit l'histoire, dont aucun d'entre eux, de ces domaines, n'est seulement fabriqué par des faits. Mais comment on fabrique, mettons pour employer un mot qui ne convient pas, mais mettons une information stable, nette et partageable, comment on retrouve une épistémée commune, je crois que c'est l'alpha et l'oméga de la ligne éditoriale d'Arte. Mais je vous laisse parler. C'est exprimé très clairement. Hein. Nous l'exprimons très clairement en permanence. Et du coup, j'enchaîne en citant notre traité de fondation. Notre objectif, c'est de rapprocher les Européens par la culture. Donc, c'est vraiment de faire ce commun-là. Ce qu'on peut se dire, si on revient au passé et à aujourd'hui, c'est que auparavant, on regardait ensemble une émission de télévision et cela créait du commun, on le regardait en même temps, et qu'aujourd'hui, chacun le regarde un peu à sa façon, dans sa petite bulle ou sa petite plateforme, et que du coup, on est tous polarisés, fragmentés et pas ensemble. L'objectif de nos projets, et c'est la difficulté qu'on a aussi, c'est par nos programmes de montrer qu'on a finalement un univers, un imaginaire européen commun. Donc par les sujets que l'on va traiter, par la façon de les traiter, et par la question documentaire, de faire remonter les faits, de parler de faits, d'échanger sur des faits, de provoquer ou de permettre le débat
nuancé sur les faits, ce qui est un pari parce qu'on voit bien que sur les réseaux, c'est assez compliqué, mais d'être présent sur ces plateformes pour proposer le regard, un regard d'auteur, un regard précis, un regard d'une personne qui n'est pas moi, ça permet de s'ouvrir aux autres et d'essayer de créer ce rapprochement-là, même si ce n'est pas en synchronicité, même si ce n'est pas en même temps, même si c'est par des moments différents, mais le fait de rendre disponibles ces contenus à différents endroits fait qu'à un moment, des personnes plus nombreuses ont regardé le même type de contenu, peut-être pas exactement de la même façon, peut-être pas en entier forcément, du générique de début au générique de la fin, peut-être sur des plateformes autres, ils en ont entendu différemment, et moi, ils ont eu accès en fait à cette vision-là du monde, à cette offre documentaire. On peut élargir même au magazine, puisqu'on voit bien, Fabrice en parlait tout à l'heure, on a même des programmes qui sont dédiés à expliquer le monde dans lequel on vit, soit par les cartes, soit par les images, pour créer ce commun-là, pour avoir cette base commune d'échange et d'essayer d'échanger, de débattre sur un socle commun. Donc c'est vraiment notre objectif, mais il ne peut pas se résumer uniquement à regarder ensemble en même temps la même chose, mais c'est de comprendre comment, à partir de la même base, là, en l'occurrence documentaire, proposer sous différentes formes, expliquer sous différentes formes à des moments différents, à des publics très différents et peut-être encore plus différents et dans un accès beaucoup plus large. Et on le voit à travers un prisme européen. En plus, quand on le fait dans différentes langues, c'est encore plus compliqué. Mais essayer de la rendre suffisamment accessible pour qu'on ait ce creuset commun. Creuset commun qui est fabriqué par ailleurs avec énormément, quand on dit commun, on ne veut pas dire univoque. C'est l'Europe de la culture, par exemple, ce mot, ça paraît très institutionnel, mais ça a du sens, c'est-à-dire ce sont non pas les sensibilités, parce que ça, c'est bien plus les visions. C'est-à-dire les visions culturelles, l'Europe, c'est une utopie cosmopolitique. Et nous essayons de faire partager que notre commun, c'est cette utopie cosmopolitique. Alors, je ne sais pas si votre question concernait de manière plus pragmatique l'après-film, c'est-à-dire les échanges sociaux autour des films. C'était plus en amont sur la représentation sociale, ok. Parce que il y a des expériences comme l'association Hatcha qui propose de faire des débats chez l'habitant autour des films documentaires pour reprendre cette pratique du partage et de l'interaction. Ça reste confidentiel parce que c'est quelques centaines de personnes qui rencontrent l'auteur en visio sur Zoom après un film sorti en salle qui a eu 10 000 entrées confidentielles. Mais c'est quand même des initiatives qui remontent le fait qu'il est tout autant, moi dans mes études j'ai démontré qu'il était tout autant important de partager le film que de le voir, pour certains types de documentaires en tout cas. Et que cet élément-là, il était souvent négligé par les plateformes cinéphiles qui ont des catalogues extrêmement intéressants, mais qui n'investissent pas du tout. Non, ils ont très peu, ils n'ont pas de chaîne Twitch en fait, en temps du direct. Je ne sais pas si vous avez eu des initiatives de débat avec des auteurs. Ça s'appelle la Gaieté Lyrique, par exemple. Oui, mais c'est très parisien. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est un exemple. C'est-à-dire qu'on multiplie, par exemple, un peu partout en France, les projections avec la Cinémathèque du documentaire, des projections accompagnées, beaucoup. Et en ligne, je pensais par rapport à, en ligne, par rapport à toute la force du numérique. D'accord. Par rapport à votre. Alors en ligne. Du coup, on est sur la bonne slide, puisque oui, c'est le but en fait, c'est de. Alors on n'a pas vu, on voit pas d'extrait, on vous enverra des liens si ça vous intéresse. Mais l'idée, c'est d'avoir un échange avec les auteurs. Cette émission-là, les personnes que vous voyez là en vignette, ce sont des streameuses qui sont un peu connues sur Twitch, mais qui vont créer le débat, qui vont faire la modération entre les auteurs qui sont présents dans ces émissions, les auteurs de Mafia et Banque, les auteurs de La Vraie Vie pour le documentaire sur la gauche. Et donc ces personnes-là, elles expliquent comment leur programme, comment elles ont pensé leur documentaire, mais surtout elles répondent aux questions. Donc là, c'est l'idée de le démultiplier au-delà de... voilà, on le fait dans des lieux physiques, comme disait Fabrice, la Gaieté Lyrique, c'est un exemple, mais il y a... vous êtes bien placés, je pense, vous, ici, pour vous dire que voilà, vous avez fait des avant-premières, des projections, des débats, vous en avez fait des centaines et on le sait que les films vivent bien longtemps après avoir été diffusés sur Arte, parfois pendant des années même et pas uniquement des mois, et donc ça génère à chaque fois des débats intéressants. Mais ce qu'on essaie de faire nous avec notre rôle de diffuseur numérique, c'est de le faire aussi sur des plateformes qui ont prévu en fait ces modalités. Le chat, l'échange en direct, il est fait pour ça, pour pouvoir discuter sur cette matière. Donc ouais, on essaie de le faire le plus régulièrement possible.
Ben, je vous remercie. Je suis un très piètre maître de Monsieur Loyal. Je ne sais pas du tout si on est dans les temps et à quoi je dois convoquer tout le monde maintenant. Et donc nous nous retrouvons. Je vous remercie beaucoup. Merci Gilles et Samuel. Merci beaucoup, beaucoup. Et on se retrouve à 14h30. 14h30.
bien plus petit. Ma brouille. T'avais l'air rigolo. Ben, je l'étais. Tu montreras tes photos de toi, petit.